avec vous. Un peu d'émotion aussi, parce que voilà, l'élection européenne, on a du mal à mobiliser, mais elle est tellement importante. J'ai eu le plaisir d'accompagner ce Parlement européen pendant de longues années, de côtoyer les députés européens. Et ils sont, vous le savez, je crois l'unique assemblée parlementaire dans le monde à cette échelle, hein, qui représente 560 millions d'habitants. Donc c'est pour moi une grande joie, mais aussi une émotion d'être parmi vous pour essayer de vous mobiliser. Je ne suis pas sûre, parce que je vous crois mobiliser sur les questions européennes, mais j'ai envie de dire vous encourager à contaminer votre passion et votre engagement européen auprès de vos proches, auprès de vos collègues de travail, de tous ceux que vous côtoyez. Il y a 40 ans, une femme était élue au Parlement européen, désignée pour la première fois au scrutin direct. C'était Simone Veil. Je suis émue parce que j'ai eu son fils au téléphone tout à l'heure. C'est un grand honneur pour nous d'avoir Jean Veil, donc à la dernière position d'homme. Vous ne pouvez pas prendre la toute dernière, c'était pour une femme. Donc la dernière position d'homme. Simone Veil avait subi de manière abominable les atrocités du régime nazi, elle a perdu une bonne partie de sa famille. Puis ensuite, elle est devenue magistrate, elle a construit une famille, elle a défendu avec le courage qu'on sait une loi qui porte son nom, puis elle est devenue présidente du Parlement européen et ainsi a incarné ce rêve européen. Elle disait, pour une France forte, il faut une Europe forte. Et elle le disait de là où elle parlait, c'est-à-dire d'une femme qui avait subi les atrocités et qui voulait offrir un nouvel avenir à ses enfants. Et je propose qu'on applaudit Simone Veil. Le bonheur d'être aux côtés de François pour une... pour nous, c'est une première, quand même, mais on se connaît. C'est Denis. On se connaît depuis le TGV Rhin-Rhône, puis le Sénat, et c'est vrai qu'on s'apprécie beaucoup tous les deux, voilà, naturellement, parce que je crois que voilà, François porte un sens de l'intérêt général qui est fort. Et alors j'ai compris un autre truc à la moutarderie quand même, c'est qu'il savait tout sur le dossier de l'entreprise depuis le temps où j'étais à la tête de la région. Donc, cette moutarderie, elle a eu une subvention à l'époque, mais pas pour son extension en cours. Là, ils ont une extension pour tout leur hangar logistique. On sent un élu aussi de terrain engagé sur les dossiers aux côtés de ceux qui peuvent faire avancer la région. Je vous propose d'applaudir. Voilà. Merci aux 3 députés. Quel trio. Bon, je donne la prime à Fadila. Les 2 Didier me prendront. Merci à tous les élus qui sont là. Une mention particulière à Claire qui a organisé notre déplacement. Le montage et tous ceux qui ont rendu possible cet événement. Alors, nous sommes un rassemblement. Nous sommes 4 mouvements qui se sont mis ensemble pour cette élection européenne. Un petit mot sur notre structure, Agir la droite constructive. Moi, j'étais LR. En fait, j'étais surtout à l'UMP, ce qui devait être un grand rassemblement du centre et de la droite, à sa création il y a plus de 15 ans. Et puis, voilà, les choses ont évolué. Et puis, à l'occasion des élections présidentielles, il y a eu un événement qui pour nous a été terrible. C'est à l'entre-deux-tours. Le mouvement, moi j'étais au bureau politique, je représentais la sensibilité Juppé. On n'a pas été capable de dire clairement, il faut voter Emmanuel Macron, il faut faire barrage au Front National. Les valeurs, au niveau national comme en Europe, c'est fondateur. Il est essentiel de savoir qui on est et qu'est-ce qui est fondamental et non négociable. Et puis,
est-ce qu'on doit ou pas le poursuivre, lui qui a limogé des juges et désigné un certain nombre par le pouvoir exécutif, lui qui a décidé de réduire la liberté d'expression de la presse, ça, c'est des valeurs fondamentales de l'Union, ce n'est pas négociable. On peut parler comme on veut de questions d'économie ou de sujets plus techniques, mais le respect des libertés fondamentales, le respect de la Convention des droits de l'homme, le respect de l'indépendance des pouvoirs, c'est tout à fait fondateur dans le projet européen. Donc nous avons fait le choix il y a 1 an et demi avec une vingtaine de parlementaires et de maires de créer un nouveau courant. Alors c'est une start-up, ça s'appelle Agir la droite constructive, mais c'est un mouvement d'un bon esprit, donc ça va un peu changer la vie. Non plus dur, moi je suis du centrisme alsacien, de l'humanisme rhénan. C'est une start-up, on essaye de porter l'idée suivante qui est assez nouvelle, je crois, en France, que nous souhaitons la réussite du président de la République et du gouvernement. Mais nous gardons, voilà, une forme de liberté d'expression, mais nous pensons qu'il est important pour le pays, pour ses habitants, que la France s'en sorte par le haut, et que notamment sur les questions de chômage et de place en Europe, la France ait toute sa place. Et c'est là que pendant la campagne présidentielle, malheureusement mon candidat préféré, Alain Juppé, n'était plus dans les candidats. Moi j'ai été bluffée par le courage d'Emmanuel Macron qui a porté une vision pro-européenne. Le courage, hein. C'est tellement plus facile de faire de l'Europe bashing comme beaucoup le font. Puis il y a eu le discours de la Sorbonne. Puis il y a eu cette lettre à tous les Européens et avec Alain Juppé, et tant qu'il pouvait parler, et Jean-Pierre Raffarin, avec Franck Riester, le patron de notre mouvement, nous avons soutenu ces déclarations, puis au début de l'année fait le choix de rejoindre ce rassemblement des pro-européens, de ceux qui ont une vision positive de l'Europe, qui disent tout n'est pas parfait, mais c'est un espace magnifique dans lequel nous sommes plus forts, qui nous permet de répondre aux grands défis, comme au défi de la défense, de la protection, face aux voisins russes, qui n'hésitent pas à envahir la Crimée et à menacer les États baltes, face aux États-Unis, que par ailleurs j'aime beaucoup, hein. Moi j'ai terminé mes études par 2 ans aux US, mais qui ont un président qui ose intervenir dans la politique intérieure de l'Union, encourager les Britanniques à se retirer. On est loin des Américains qui soutiennent la création des institutions européennes et qui financent le plan Marshall pour aider l'Europe à être forte et à être un grand espace démocratique et d'avenir. Donc ce rassemblement avec LREM comme socle, hein, vous êtes les plus forts, avec le MoDem, allié de la majorité présidentielle, avec les radicaux, avec l'UDE, ça rentre pas. C'est des super écolos centristes. Voilà, c'est l'Union des démocrates écologiques. Mais c'est surtout des écolos engagés dans l'action et dans le volontarisme, avec les radicaux et puis avec Agir la droite constructive. Nous rassemblons une diversité de mouvements qui se retrouvent autour de cette volonté forte. N'ayons pas l'Europe honteuse, ayons tous ensemble l'Europe heureuse. Je voudrais dire après, François, que on a une très belle liste, faite de personnalités très diverses. Moi, j'arrive pas à embêter le QG et de leur dire de l'accompagner, de leur dire qu'il faut que ça se voit plus, quoi. On s'amuse bien, on est très différents, chacun a un engagement qui est fort sur le terrain, et j'ai plaisir à aller à la rencontre, d'ailleurs, sur le territoire des uns et des autres. J'étais en début de semaine chez Irène Tolleret, notre viticultrice de l'Hérault. Nous sommes ensemble allés voir les traits de côte qui reculent, vous savez, les bords de mer qui sont mangés par les vagues. Et il y a des financements européens sur les outils qui brisent les vagues. Enfin, c'est un vrai régal de faire campagne avec elle. J'aime bien Christophe, que je connais bien depuis la campagne avec Alain Juppé. J'ai beaucoup d'admiration pour Catherine Chabot, vous vous rendez compte, les tours du monde à la voile en solitaire. Respect. Moi je suis marin, mais... On va envoyer pour qui en faire un.
Comme il l'a fait en 2015, qui démolissent l'Europe, cette magnifique construction. Pierre Pfimelin, ancien maire de Strasbourg, disait « L'Europe, ça a transformé le Rhin, qui était un fleuve de sang, en un fleuve de la paix. » Donc une belle liste, franchement, je sais pas si c'est au fur et à mesure de la campagne, mais beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup d'ouverture. Cette ouverture qui est indispensable en Europe parce qu'il n'y a pas de majorité d'un côté ou de l'autre. En Europe, il faut construire des consensus, il faut convaincre les autres États membres. Pour les convaincre, il faut essayer de les comprendre. Parce que, voilà, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même appréhension d'un certain nombre de sujets. Par exemple, moi, je suis fan du mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, c'est-à-dire un déficit pour éviter ce qu'on appelle le carbon leakage, c'est-à-dire qu'on impose des normes très strictes à nos industries, mais que ça aboutisse juste à leur délocalisation dans un pays moins réglementé du point de vue de l'impact environnemental, ce qui a zéro effet sur le réchauffement climatique, d'imposer aux frontières un écart, un droit de douane, qui est la valeur de cet écart. Ça coûte combien en plus sur le produit? Je suis allée au Danemark, je suis fièrement allée présenter cette idée, et les gens là-bas m'ont dit non, c'est pas une bonne idée, c'est jamais une bonne idée de mettre une taxe pour les échanges. Puis après, je suis allée voir le ministère des Finances, parce qu'ils ont une taxe carbone depuis très longtemps, et alors j'ai compris pourquoi ils étaient contre les échanges, contre cette chose-là, parce qu'en fait, c'est un peuple très maritime, leur grand chargeur c'est Maersk. Quand vous allez au ministère des Finances, c'est dans la zone portuaire, et l'étage au-dessus, c'est la direction générale de Maersk. Donc en fait, ils ont une puissance, vous voyez, c'est l'équivalent de l'automobile allemand, quoi. Donc il faut comprendre ça et expliquer avec leurs mots, et je m'y suis efforcée en leur disant que c'était pas du tout pour bloquer les échanges, mais pour éviter qu'il y ait un effet négatif finalement de la réglementation. Il faut trouver leur mode de raisonnement et leurs priorités pour arriver à les comprendre. Donc en Europe, c'est au centre que se construisent les coalitions. Le Parlement lui-même se gère par accord entre un nombre suffisant de parlementaires qui doivent au moins représenter la majorité. Historiquement, c'était le PPE et les sociodémocrates. Ce ne sera plus possible, d'après les simulations pour le prochain mandat. Il faudra un ou deux autres groupes. Nous voulons être ce groupe central entre le PPE et les sociodémocrates qui porte une vision très constructive, et les Français seraient le groupe majoritaire à l'intérieur, donnant ainsi à Nathalie Loiseau un rôle pivot tout à fait essentiel. Il est possible qu'il y ait un quatrième groupe, qui sont les Verts, non pas forcément par nécessité, mais pour avoir un rassemblement de groupes plus large, puisque les populistes, s'ils n'auront pas la majorité, risquent quand même d'être très bloquants. Ils sont évalués aujourd'hui à 30%, c'est-à-dire qu'ils vont peser très lourd dans les différentes commissions et probablement essayer de mettre beaucoup de blocages, des sacs de grains de sable dans les rouages du Parlement européen. C'est cela notre ambition, et elle est portée autour des 5 priorités que tu évoquais à l'instant, François. La priorité climatique qui pour nous est transversale, c'est une liste pleine de personnes de sensibilité écolo. Il y a toi, Jacqueline, il y a Pascal Canfin, qui a été ministre aussi du Développement, il y a Catherine Chabot, la navigatrice, il y a Pascal Durand, qui est un parlementaire européen chevronné, et moi-même je suis très impliquée sur ces sujets, c'est pragmatique. Donc ça, c'est pour nous une priorité transversale. Tu l'as rappelé, la Banque du Climat, avec comme objectif qu'elle finance plein de projets, de manière très décentralisée, pour que l'écologie soit adaptée à la réalité des territoires. J'ai la chance de me balader, et que on sent bien que dans chaque territoire, il y a un respect profond des ressources et de la nature, et que c'est bien en réconciliant agriculture et environnement qu'on aura le début de la solution de long terme pour le respect de la biodiversité, pour la limitation de l'impact des ressources, et puis les nouvelles solutions dans le domaine de l'énergie et par exemple du traitement de l'eau ou des déchets. Nous voulons aussi prendre à bras le corps le sujet de la migration, qui fait peur à beaucoup de nos concitoyens. À la suite de ce qui s'est passé en 2015, Frontex a été renforcé. Nous proposons d'aller plus loin
en confortant les 10 000 gardes-côtes et gardes-frontières qui ont été décidés à la dernière session. C'est l'idée d'aider chaque État membre s'il fait face à un afflux migrant. Et nous voulons un accord sur une réglementation pour l'asile, pour le droit d'asile, avec des règles communes. C'est l'idée d'une agence européenne du droit d'asile, ça c'est un objectif, mais tout de suite, harmoniser les critères pour éviter les dublinés qui passent d'un État membre à l'autre, parce qu'ils essayent de tirer parti d'un droit d'asile qui est différent et qui leur est plus favorable dans un autre État membre. Je fais des bonbons dans le ping-pong, c'est moi qui triche. Il paraît que c'est normal. Ça va, il paraît. C'est les vacances. Une Europe qui est engagée dans le domaine de la défense. Le président de la République a fixé l'objectif d'une défense européenne. Il y aura des étapes intermédiaires, notamment, je pense, à une académie du renseignement. On sait combien le renseignement est important pour la défense comme pour la lutte contre le terrorisme. Et je voudrais témoigner, puisqu'à Strasbourg, on a la chance d'avoir l'Eurocorps, qui est un état-major, qui a 20 ans d'exercice, qui intervient dans le monde, dans les zones de conflit, récemment au Mali, il n'y a pas très longtemps en Afghanistan, un peu avant dans les Balkans. C'est quand même extraordinaire quand on arrive à travailler ensemble, mais il faut que les États membres acceptent d'avoir une industrie d'armement cohérente, et surtout de progressivement partager l'analyse et la vision sur la stratégie de défense européenne. Il y a plein d'autres domaines comme la jeunesse. Nous proposons un triplement d'Erasmus, l'objectif de long terme étant que chaque jeune Européen puisse, dans sa scolarité, du lycée à l'université ou au début de sa vie professionnelle, avoir une expérience européenne. Avec un jeune militant de Lyon, on se disait, voilà, même si c'est une année sabbatique, une année cool, mais du moment qu'il ait un temps de vie et d'ouverture à une autre culture européenne. Giscard disait, l'Europe, c'est ce qui fait que quand je circule en Europe, je me sens à la fois chez moi et ailleurs. Donc c'est l'idée de lui permettre de sentir ça, et bien sûr au passage de maîtriser une langue. Et bon, quand on commence à s'intéresser à un pays, en général, on devient curieux pour les autres. Je pourrais vous parler des programmes de recherche que nous souhaitons porter, recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, du numérique, en particulier des clouds, et de la gestion des données, de la recherche dans le domaine énergétique. On voit bien que c'est un sujet absolument stratégique. On ne peut pas continuer à être dépendant pour les batteries et d'autres éléments technologiques, de technologie complètement importée. Nous pourrions parler aussi de la protection sociale, qui nous est chère, après la directive sur les travailleurs détachés, brillamment décrochée par le président Macron et son gouvernement. Alors, là-dessus, si les gens disent que rien n'a changé, la directive a été votée l'année dernière, mais elle est applicable l'année prochaine. C'est pour ça qu'on n'en voit pas encore tous les effets, mais c'est une directive qui permet d'éviter les fausses entreprises localisées dans les pays à basse couverture sociale. La réalité de l'activité de l'entreprise est vérifiée beaucoup plus strictement, avec un objectif que Nathalie Loiseau a clairement exprimé, le SMIC européen, la convergence des protections sociales. C'est ça les mécanismes vertueux de l'Europe. C'est ça dont avait bénéficié l'Espagne et le Portugal en entrant dans l'Union, c'est que la richesse des autres États membres permet à certains moments des mouvements de population qui enrichissent les familles concernées. Des investissements structurels dans les pays d'origine accompagnent cette amélioration du niveau de vie par le dynamisme des entreprises, le grand marché offert par petit à petit le niveau de vie s'ajuste. C'est plus difficile pour les pays d'Europe centrale et les pays baltes, mais c'est un objectif que nous devons porter, peut-être facilité par un volontarisme sur l'accompagnement social. Alors, je suis allée dire ça à une réunion en Allemagne. Alors, ils froncent un peu les sourcils en Allemagne, parce qu'ils ont plus une priorité économique que sociale. À l'inverse, ils voient bien qu'il se développe des formes d'emploi qui ne garantissent pas un minimum qu'il faut être capable d'exiger dans l'Union européenne. Mais je suis trop longue. Voilà des éléments de programme. En tous les cas, cette vision que nous portons ensemble, nous pensons qu'elle, aujourd'hui, elle doit
être porté par les Français, pour être légitime au sein du Parlement européen. Sachez que la France est très regardée en Europe. Moi, j'étais maire de Strasbourg au moment où le référendum s'est planté. Il y avait 27 États membres qui me demandaient « Qu'est-ce qui se passe chez vous ?» La France est pour les autres pays européens un signal, un exemple. Le président Macron, à travers son élection, est salué. Il faut dire qu'il a redonné du peps à l'Europe. Alors, les autres États membres sont un peu inquiets du bouleversement qu'a apporté le président Macron dans la vie politique française, donc ils ne souhaitent pas forcément qu'il y ait le même bouleversement dans le pays, mais ils sont très heureux de voir un président de la République volontaire sur ce sujet européen, respecté en Europe et dans le monde, et ils attendent que la France donne un nouveau cap, un rêve européen à tous les concitoyens européens. Donc c'est dans cet esprit d'une vision, d'un rêve, d'une volonté partagée que je vous propose de porter tous ensemble ce projet Renaissance. Je vous remercie.